Féminisme a été créé en 2009, donc on a maintenant 12 ans d'existence. On a fêté nos 10 ans en 2019, effectivement. On est aujourd'hui à 26 antennes dans toute la France. On en a même une à La Réunion, voilà. Et on est à peu près représenté dans toutes les grandes villes de France, Lille, Lyon, Marseille, Grenoble, Nantes, Rennes, Strasbourg, l'Île-de-France, bien entendu. Donc on est actif vraiment sur tout le territoire. C'est ça qui fait notre force. Et puis, on a effectivement lancé un certain nombre de campagnes très marquantes, basées essentiellement sur notre charte des valeurs. Notre charte des valeurs, elle est toujours la même. Elle a été amendée un petit peu en 2019. Et donc, toutes nos campagnes, tous nos messages sont dictés par notre charte des valeurs. Donc, nous sommes bien sûr féministes, bien sûr progressistes, parce que nous pensons que la droite et l'extrême droite sont les ennemis des femmes. On en parlera sûrement lors de l'élection présidentielle à venir. Nous sommes abolitionnistes, c'est-à-dire que nous sommes contre toute marchandisation du corps des femmes et donc contre la prostitution et la GPA et la pornographie. Nous luttons contre les LGBT-phobies et en particulier la lesbophobie. Et nous avons un groupe de lesbiennes féministes très engagées dans l'association. Nous sommes bien sûr antiracistes et nous luttons non seulement contre toute forme de racisme, mais aussi contre toute instrumentalisation de cette lutte antiraciste par l'extrême droite. Et ça, instrumentalisation des droits des femmes, je veux dire, à des visées racistes dont on n'est pas dupe. Et nous sommes également intersectionnels, c'est-à-dire que nous pensons que les structures d'oppression se renforcent les unes les autres. Et en particulier, les femmes qui sont victimes de racisme sont souvent aussi davantage victimes de violences masculines. Donc vraiment, il y a un renforcement plutôt entre les structures d'oppression. Et nous sommes universalistes, c'est-à-dire que nous défendons les droits de toutes les femmes. Et je pense, et ça c'est ce qui est la force d'Oser le féminisme, c'est que nous n'opposons pas ces deux derniers termes, universaliste et intersectionnel. Nous les revendiquons tous les deux. Et nous sommes bien sûr opposés à tous les ennemis des droits des femmes. Et en particulier, nous pensons que les religions sont misogynes, tout en étant intersectionnelles et en sachant comment le racisme nourrit le sexisme et inversement. Donc voilà notre charte des valeurs et c'est sur la base de cette charte des valeurs que nous déployons un certain nombre de campagnes et peut-être que la campagne, je dirais, qui est presque un fil rouge sur les 10 ans d'existence d'Oser le féminisme, c'est la lutte abolitionniste. C'est ça, je pense, qui fait notre force parce que c'est aussi un socle théorique féministe, c'est-à-dire que nous sommes vraiment sur un féminisme qu'on appelle des fois matérialiste, c'est-à-dire que vraiment nous pensons le patriarcat comme une structure d'oppression, comme on peut penser la lutte des classes, et nous pensons que les femmes, nous sommes vraiment une classe dominée par le système patriarcal, et qu'à ce titre, nous devons lutter contre toutes les manifestations des violences patriarcales, et la prostitution en est une. La prostitution n'est pas un choix, c'est vraiment la marchandisation du corps des femmes qui s'inscrit dans une longue tradition patriarcale du contrôle des corps des femmes, du contrôle de leur sexualité, le contrôle de leur vagin, le contrôle de leur utérus. C'est vraiment à la base du système d'oppression. Et donc, je pense qu'une de nos campagnes les plus importantes et qui continue en fait aujourd'hui, c'est toujours la même campagne, c'est la lutte effectivement pour l'abolition. Nous étions une des associations, je veux dire, à l'initiative du collectif Abolition 2012 qui a œuvré pour faire adopter cette loi du 13 avril 2016 qui dépénalise les personnes en prostitution. C'est important de le rappeler, puisqu'avant, elle pouvait être poursuivie pour délit de racolage, et par contre qui inverse, et c'est ça qui est extrêmement important, qui inverse la responsabilité et qui poursuit et qui renforce la lutte contre le proxénétisme et la pénalisation des clients pour expliquer tout simplement que les femmes ne sont pas à vendre. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui, au-delà de la prostitution, irrigue l'intégralité de nos analyses sur la question des violences sexistes et sexuelles. Les femmes ne sont pas à vendre, le consentement, ça ne s'achète pas, et vraiment repenser ce que c'est que le désir des femmes, un désir libre et éclairé, c'est ça que nous voulons aujourd'hui dans la sexualité. Et donc, effectivement, éradiquer toute forme de violence masculine. Et nous pensons que le continuum des violences masculines, c'est un continuum, c'est-à-dire que ça va du harcèlement sexuel aux violences conjugales, en passant par le viol, jusqu'à la prostitution. C'est les mêmes mécanismes de contrôler et soumettre les femmes, et en particulier sur le plan de la sexualité. Donc cette campagne, elle se poursuit parce qu'aujourd'hui nous défendons la loi dans un paysage féministe des fois un petit peu compliqué, puisque on a effectivement un certain nombre de discours qui veulent nous faire croire que c'est un simple travail, et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et nous avons
bien entendu, nous avons été partie prenante lors de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui attaquait la loi. Et nous l'avons ardemment défendue et nous avons gagné cette bataille. Et puis la prochaine bataille, ce sera à la CEDH, à la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il y a un nouveau recours du STRAS et du Médecins du Monde. Et nous serons bien entendu, là aussi, en défense de la loi et même pour pouvoir promouvoir cette loi abolitionniste dans d'autres pays européens. Et de plus en plus de pays européens suivent le modèle suédois et maintenant peut-être le modèle français. Je citerai l'Islande, l'Irlande, la Suède, bien entendu, Israël et maintenant la France. Et il y a aujourd'hui beaucoup de pays européens qui envient la France. Et nous sommes par exemple en lien avec des militantes espagnoles qui, au vu du désastre que sont les bordels en Espagne, avec la Jonquera que tout le monde connaît, aimeraient beaucoup adopter une loi telle que la France l'a. Donc ça, c'est, je pense, une de nos forces, c'est de penser l'intégralité des violences masculines. 93% des femmes en prostitution, dans les pays où c'est légal, comme en Allemagne, comme dans les pays abolitionnistes comme en France, sont étrangères. D'accord ? Sont essentiellement des femmes étrangères. C'est quelque chose, quand on lutte aussi conjointement contre le racisme et contre le sexisme, c'est quand même une question à se poser. C'est une écrasante majorité de femmes migrantes. En France, par exemple, il y a beaucoup de femmes nigérianes, des femmes chinoises, des femmes roumaines. Donc c'est quand même quelque chose qui est une réalité factuelle sur lequel il est important de partir pour ouvrir la discussion. Donc, aux femmes qui ne se sentent pas abolitionnistes et qui se sentent effectivement souvent en empathie envers les femmes qui disent vouloir faire ce travail comme un autre et vouloir le faire sans en être empêchées, je les entends tout à fait. Simplement, je pense qu'à minima, il faut pouvoir déjà s'accorder sur le fait que j'entends toutes les féministes qui disent qu'il y aurait par exemple deux types de prostitution. Une prostitution qui serait forcée, contrainte, la traite, qu'il faudrait combattre. Et puis de l'autre, il y aurait, et on sait que c'est une minorité, puisque 93% des femmes en prostitution sont étrangères et migrantes et ramenées en France pour être contraintes à la prostitution par des réseaux de proxénétisme. Donc une minorité, peut-être, je ne sais pas ce qu'elles en pensent, peut-être il y a des gens qui disent 5%, peut-être où ce travail serait librement consenti et serait bien vécu par les femmes qui y sont. Admettons cette hypothèse, là, je trouve que la discussion est possible. Et moi, j'ai envie de dire à ces femmes, déjà, premièrement, arrêtez de nous diaboliser ou arrêtez de déformer notre discours. Nous sommes avant tout, c'est vraiment moi l'essentiel de mon combat abolitionniste, aux côtés des femmes victimes de la traite. Les victimes de la prostitution forcée, les victimes des proxénètes, qui subissent souvent violence, séquestration, qui peut être d'accord avec la traite des femmes? Je pense que ouvrir cette discussion-là avec un certain nombre de féministes qui ne sont pas abolitionnistes, mais qui au moins comprennent notre combat contre le proxénétisme. Et après, par contre, s'ouvre la question sur ces femmes qui choisiraient ou ne choisiraient pas. Enfin, après des années d'expérience, je n'y crois pas vraiment avec cette histoire du choix. Il y a souvent la contrainte économique, il y a souvent aussi un passé de violence sexuelle avec beaucoup d'inceste parmi les femmes qui sont dans la prostitution aujourd'hui. Et donc, il y a des mécanismes aussi psychotraumatiques qui permettent tout simplement, soyons un peu crus, de supporter comme ça pénétration après pénétration. Le phénomène, par exemple, de dissociation traumatique est mobilisé par beaucoup de femmes qui sont dans la prostitution pour accepter cette effraction, puisque ça reste une effraction physique et psychique qu'une pénétration sexuelle. C'est pour ça que le viol est un crime. Et donc, vraiment, on peut ouvrir la discussion. Par contre, moi, ce qui me désole, et de plus en plus, c'est l'impossibilité de dialogue. Moi, je veux bien discuter de savoir s'il existe une prostitution choisie, heureuse ou pas, à côté des victimes des proxénètes. Mais aussi, quand certaines féministes se réclament par exemple du STRAS, le STRAS pour moi n'est pas féministe, avec le STRAS, et quand on répète le discours du STRAS, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de chiffres, il y a juste un dogme qui est « sex work is work », c'est-à-dire le travail du sexe est un travail. Point final. Et ensuite, il y a silence radio. Silence radio sur les victimes de traite. Silence radio sur les mineurs dont leurs viols ont été diffusés sur Pornhub. Silence radio sur les mineurs dans la prostitution. Silence radio sur la lutte contre le proxénétisme. Et ça, pour moi, c'est de la duplicité, c'est de la malhonnêteté intellectuelle.
de dire simplement dogmatiquement « sex work is work », le travail du sexe est un travail. En disant ça, je suis vraiment désolée de le dire, on invisibilise toutes les victimes de traite. Donc, ce discours qui est dogmatique, pour moi, je n'arrive pas à l'entendre et je n'arrive pas à comprendre qu'un certain nombre de femmes se disant féministes répètent cela sans nuance et sans considérer l'essentiel de la prostitution qui est proxénétisme et traite. Et c'est vraiment, pour moi, même une violence contre ces femmes qui parlent, qu'on appelle les survivantes de la prostitution, qui racontent les violences qu'elles ont subies, et on leur renvoie comme ça cette phrase vraiment dogmatique pour dire que les violences qu'elles ont subies n'existent pas. Et ça, c'est pas possible. Et c'est là où il y a une limite, où on n'arrive plus à discuter. Et on n'arrive pas à discuter parce que leur position est dogmatique et contraire à la réalité factuelle des choses. Donc, quelqu'un qui refuse de parler du proxénétisme, qui refuse de parler de la traite, en fait, c'est une position idéologique, vraiment idéologique, et c'est ce qu'a le Stras aujourd'hui, une position idéologique et un silence presque complice pour des partis qui se présentent à être à côté des concernés. Je suis désolée, mais il n'y a pas moins à côté des concernés que ceux qui invisibilisent les victimes de la traite et du proxénétisme. Voilà. Donc oui, soyons à côté des concernés. Moi, les concernés, j'en ai autour de moi. On en a autour d'Oser le féminisme. On travaille avec des associations de terrain et on travaille avec des récits de femmes qui ont été concernées par la prostitution, qui ont des choses à nous dire. On ne peut pas, avec en plus des méthodes des fois assez violentes, avec des insultes comme putophobe, etc., sortir comme ça cette insulte putophobe pour faire cesser le débat et faire taire et vraiment faire le silence sur les témoignages des femmes victimes de la traite et du proxénétisme. Voilà où est ma position. Donc oui, je suis ouverte à la discussion quand il y a de la nuance, quand il y a possibilité de discuter. Et vraiment, je pense que l'histoire nous donnera raison et que on est en train de voir aujourd'hui un mouvement abolitionniste fort. La dernière nouvelle en date, c'est New York. New York a adopté une législation qui dépénalise les femmes en prostitution. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Exactement comme en France, où on a supprimé le délit de racolage, les femmes en prostitution, les femmes et les hommes d'ailleurs en prostitution, ne sont pas des délinquants, mais au contraire, la dépénalisation et la pénalisation des clients et une lutte contre le proxénétisme. Je pense qu'on est dans le sens de l'histoire et j'espère que les débats actuels qui agitent le mouvement féministe, on en viendra à bout. Et en fait, ça veut dire aussi qu'il y a du débat démocratique dans le mouvement, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais clairement, j'invite vraiment toutes les féministes à essayer de se forger son propre avis indépendant en lisant un certain nombre de témoignages et de chiffres sur la réalité de la prostitution contrainte et forcée. Et au-delà de cette question de la prostitution, pour revenir à cette histoire de continuum des violences, nous sommes aussi l'association un petit peu MeToo, un peu avant d'ailleurs, puisqu'on a été créé avant MeToo, mais vraiment cette génération très présente sur les réseaux sociaux, très présente pour interpeller les politiques, interpeller les personnalités en particulier qui sont accusées de viol, et on a fait un certain nombre de campagnes pour faire des remises à l'endroit sur comment fonctionnent les violences masculines et combattre vraiment une idée souvent un peu préconçue, c'est-à-dire l'image du violeur, ce serait un homme dans une ruelle sombre la nuit qui vous mettrait un couteau sous la gorge. Ce n'est pas ça. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer depuis 10 ans, c'est que le système patriarcal, l'idéologie patriarcale permet aux hommes de commettre des violences souvent en toute impunité dans leur entourage. Et donc on a fait énormément de campagnes qui, en fait, là aussi, il y a un fil rouge entre toutes ces campagnes, c'est montrer le mécanisme des violences, le mécanisme de la domination masculine qui permet l'impunité de ces violences. Et donc là, je pourrais vous citer 1000 campagnes, en particulier celle sur Roman Polanski. Oui, en fait, ce sont souvent des gens puissants et de par leur position de pouvoir, peuvent commettre ces violences dans l'impunité en faisant de l'inversion, en faisant croire qu'eux sont innocents, etc. Donc Roman Polanski, pour les viols pédocriminels qu'il a commis, Bertrand Cantat aussi, qui se présentait comme un artiste maudit alors que nous le voyons comme un criminel coupable d'un féminicide, et puis plein d'autres affaires. En ce moment, par exemple, nous interpellons le gouvernement pour obtenir la révocation de Georges Tron, maire de Draveil,
qui a été condamné à de la prison pour avoir violé une employée de la mairie et donc qui continue à gouverner sa mairie depuis la prison. C'est complètement dingue et c'est vraiment sur cette vague MeToo que nous nous appuyons et que nous essayons de faire entendre notre voix pour lutter contre toutes les violences masculines. Donc c'est vraiment la question des violences qui est vraiment effectivement au centre. Et à côté de ça, on a aussi fait beaucoup d'autres campagnes qui sont plus des campagnes de sensibilisation, parce que tout ça, il y a une partie de plaidoyer institutionnel, où nous intervenons dans le débat public pour dire ce que nous pensons des projets de loi, de la politique publique en matière d'égalité, etc. Et de l'autre côté, nous avons aussi tout un tas de campagnes qui sont plutôt destinées au grand public, aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux femmes de tous âges, sur la déconstruction des stéréotypes sexistes. Et là, on intervient sur plein de sujets. Ça peut être les jouets sexistes, ça peut être l'éducation à la vie sexuelle et affective, ça peut être vraiment d'essayer de faire découvrir le féminisme au plus grand nombre. Et on a publié, par exemple, dans ce cadre, un livre qui s'appelle Beyoncé est-elle féministe en 2018, qui retrace en 10 chapitres très accessibles avec des dessins, etc., pour que ça soit vraiment accessible à toutes et à tous. Vraiment les bases du féminisme pour que chacune puisse s'en emparer et déconstruire surtout nos imaginaires, la façon dont on appréhende les messages qui nous sont envoyés. Nous pensons justement le genre comme une construction sociale qu'il faut déconstruire. Et c'est à cela que s'attachent nos différentes campagnes de sensibilisation. Et là-dessus, on peut intervenir dans les écoles. On fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire. On fait beaucoup de rencontres, des cas féministes, des féministes camp où on rassemble 150 militantes 2 fois par an. On fait un journal, on fait un webzine, on fait des actions, on fait des rassemblements, des manifestations, en tout cas tout ce qui peut permettre de parler des droits des femmes et du féminisme tel qu'on l'entend. On a sorti un livre en 2019, je le disais, qui s'appelait Beyoncé est-elle féministe. Et puis là, on est en train de déployer une nouvelle campagne. Donc, on a commencé par un site qui s'appelle Les Frangines. Le site, c'est www.lesfrangines.olf.site, qui s'adresse vraiment aux adolescentes. Mais en fait, on se rend compte que ça intéresse beaucoup aussi les adolescents qui veulent savoir comment fonctionne la sexualité, qu'est-ce qui se passe dans le corps des filles, puisque c'est ça dont on parle. Et puis, ça aussi concerne, et je pense que ça intéressera aussi beaucoup les femmes. Vraiment, on va, avec cette campagne, sortir un livre qui vraiment va être un support extraordinaire pour faire passer nos messages. Et nos messages, ils sont assez simples, c'est-à-dire d'un côté, il y a la lutte contre les violences, c'est-à-dire essayer de remettre les choses à l'endroit pour dire que non, ça c'est de la violence, la prostitution c'est de la violence, quelqu'un qui vous harcèle c'est de la violence, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Et donc, une fois qu'on a dit ça et qu'on a détruit ces mythes, on a besoin après de reconstruire un message qui soit positif et qui soit de dire qu'est-ce que c'est qu'une sexualité féministe. Et vraiment, le message qui est hyper important qu'on veut faire passer aux adolescentes et aux adolescents, c'est de dire qu'est-ce que c'est qu'une sexualité libre et éclairée. Et donc, déjà, on parle d'anatomie, parce que c'est le premier écueil, c'est que les femmes et les filles ne connaissent pas leur anatomie. Donc, on parle de clitoris, de cyprine, de règles, de douleurs, de masturbation aussi, pour justement connaître son corps et reparler du désir. Ça, c'est extrêmement important. C'est reparler du désir féminin et comment fonctionne le désir féminin et comment apprendre à s'écouter soi pour justement ne pas subir une sexualité imposée. Et souvent, autour de ces questions, il y a toujours la question délicate, souvent, du consentement. Qu'est-ce que ça veut dire le consentement ? Et souvent, on essaye d'expliquer avec des mots d'adolescente que le consentement peut être un terme piégeux. Parce que le consentement, ça peut s'extorquer. C'est-à-dire qu'un petit ami qui vous dit si tu m'aimes, tu dois coucher avec moi. Si tu m'aimes, tu fais ce que j'ai dit parce que je l'ai vu dans le porno, donc je veux de la sodomie, donc tu dois accepter de la sodomie. C'est de la violence. Et à ce moment-là, vraiment aller à rebours de tous les schémas pornographiques qui sont souvent empreints de beaucoup de violence et qui banalisent les violences et qui érotisent la violence, pour dire vraiment, écoutez votre corps, écoutez votre désir et apprenez à dire non et apprenez à juste simplement vous faire entendre aussi auprès de votre partenaire pour savoir soit dire non, soit
dire ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait oui à l'intérieur. Et donc, ça va plus loin que juste dire presque contractuellement oui ou non, je veux un rapport sexuel, mais vraiment travailler sur cette notion de désir plutôt que celle du consentement. Et donc, j'espère que ça va intéresser beaucoup de jeunes filles. Et il y a la déconstruction, bien sûr, parce que ça va avec la déconstruction d'un certain nombre qu'on appelle de mythes patriarcaux. Par exemple, on explique très simplement que les garçons n'ont pas de besoins irrépressibles. Donc, c'est pas parce qu'ils sont très excités. Il y a une image qui est souvent prise, c'est les coucougnettes bleues. Non, les couilles ne vont pas exploser si monsieur n'a pas le rapport sexuel qu'il demande. Donc voilà, on essaye de déconstruire un certain nombre de choses. Il n'y a pas de désir irrépressible masculin. On ne fait pas l'amour pour faire plaisir à son partenaire, mais parce qu'on en a envie. Et puis, on parle effectivement de sujets qui sont très peu traités. Je rappellerai que ne serait-ce que l'apparition du clitoris sur les manuels d'anatomie, en fait, c'est très récent et c'est pas encore dans tous les manuels scolaires. Donc, vraiment, il y a aussi une partie d'anatomie qui est très développée pour justement que les filles puissent elles-mêmes se saisir des enjeux liés à leur propre corps et à leur propre sexualité. Les élections, c'est toujours un moment important pour nous parce que ça permet d'interpeller les politiques et puis rappeler que les droits des femmes, en fait, c'est un sujet central. C'est-à-dire que c'est ça qu'on va essayer de faire comprendre, c'est que les femmes, c'est 52% de la population. Et en fait, la question des droits des femmes, ça ne doit pas être une question à part qui serait traitée par un petit secrétariat qui a en tout et pour tout 29 millions d'euros, c'est-à-dire rien du tout, 0,07% du budget de l'État, donc à peu près rien, mais vraiment que ce soit une politique transversale et qu'à chaque élection, on rappelle que les droits des femmes doivent être des questions centrales qui irriguent aussi bien la politique économique, la politique sociale, la politique de l'éducation nationale. Et il y a vraiment à faire partout. Et il y a vraiment un besoin d'inclure la question l'égalité femmes-hommes de façon transversale. Et c'est pour ça qu'en première étape, au moment des élections régionales, on va essayer de se faire entendre avec un certain nombre de revendications. Les régions ont en particulier des responsabilités au niveau des lycées. Donc, typiquement, exiger tout simplement, par exemple, que la loi qui existe depuis près de 20 ans, la loi rendant obligatoire 3 sessions par an d'éducation à la vie sexuelle et affective à tous les niveaux de classe et en particulier aussi au lycée, serait extrêmement importante à mettre en place. Les régions ont leur part à jouer sur le financement des interventions en milieu scolaire qui peuvent être déployées. Et nous sommes actifs sur cette question-là puisque nous intervenons, nous, dans les collèges et les lycées, et nous le ferons avec les frangines. Et puis la région, c'est aussi tout un tas de choses par rapport à bien sûr les questions économiques et exiger par exemple la parité et le gender budgeting dans les politiques économiques mises en place par la région. Ça nous semble aussi un axe important que nous allons développer pendant les élections. Et plus généralement, on pense bien sûr à 2022. Alors 2022, il y a 2 enjeux majeurs. Le premier enjeu qui est celui que je disais précédemment, simplement de faire en sorte que les droits des femmes et des femmes soient une question transversale, qu'on réfléchisse à une politique publique de la petite enfance. On ne peut pas parler de lutte contre les inégalités salariales, on ne peut pas parler de lutte contre le chômage sans parler des problèmes spécifiques aux femmes. Ce sont elles qui tiennent les emplois les plus précaires, elles sont davantage touchées par le chômage et elles sont regroupées dans un certain nombre de professions très féminisées et mal rémunérées. Donc, on doit avoir ces revendications sur la politique économique, sur la politique sociale, des questions fiscales, la question des pensions alimentaires qui ne sont pas payées, la question de la fiscalité qui est aujourd'hui sexiste, puisque le modèle du quotient conjugal, par exemple, est profondément sexiste et favorise l'inégalité des carrières à l'intérieur d'un même couple. Donc, vraiment, on va essayer de peser, bien sûr, sur la réforme de la justice, avec un certain nombre de revendications sur la lutte contre les violences masculines et les dysfonctionnements de la police et de la justice qui classent 76% des plaintes pour viol. Ça, c'est aussi inacceptable. L'éducation nationale, on a parlé de déconstruction des stéréotypes sexistes. Et donc, vraiment, on va construire à Oser le féminisme nos revendications. On a déjà commencé. On construit aujourd'hui nos revendications pour peser dans le débat public et faire en sorte que la question des droits des femmes irrigue l'ensemble des questions qui vont être débattues pendant cette campagne et infuse bien sûr les programmes des candidats. Et puis l'autre enjeu, qui a aussi un enjeu majeur, c'est bien sûr la lutte contre l'extrême droite. Soyons extrêmement clairs,
Comme les religions, l'extrême droite n'a jamais été l'ami des femmes. L'extrême droite a toujours lutté contre l'IVG en particulier, contre l'autonomie des femmes et pour un modèle familial très patriarcal. Et bien entendu, il y a réellement un enjeu là-dessus. Surtout que l'extrême droite a eu tendance ces dernières années à instrumentaliser les droits des femmes pour être tout simplement raciste. Et nous ne sommes pas dupes de leur positionnement. C'est-à-dire que l'extrême droite est l'ennemi des femmes. L'extrême droite n'a jamais été féministe et se découvre assez souvent féministe pour taper sur les femmes musulmanes. Ce sera bien sûr sans nous. Et donc, bien entendu, nous serons là pour défendre les droits des femmes, lutter contre l'extrême droite et lutter aussi contre l'instrumentalisation qui est faite par l'extrême droite de la question des droits des femmes. Là aussi, on espère se faire entendre, mais il y a des vrais enjeux sur ces questions qui vont être assez centrales si on se dirige, comme beaucoup s'y attendent, sur un nouveau second tour avec Marine Le Pen contre un autre candidat ou une autre candidate.